enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Le plan alerte enlèvement a été déclenché pour la première fois en France. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. La semaine qui s'ouvre sera marquée demain au plan judiciaire par la reprise du procès. Bienvenue dans les Minutes de l'Horreur. Nous sommes en décembre 2019 et vous vous apprêtez sûrement à fêter en famille les fêtes de Noël. Elles sont souvent synonymes de joie, de rapprochement, de générosité et d'amour. Mais pourtant, le 24 décembre 2008, pour une famille de Covina à côté de Los Angeles, les fêtes de Noël se sont transformées en un véritable bain de sang. Les histoires de Noël sont souvent remplies d'amour, d'espoir et ont toujours une fin magnifique. Mais pas cette fois. Vous allez voir que cette histoire de Noël est bien différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Bruce Jeffrey Pardo. C'est le nom de cet homme déguisé en Père Noël, armé d'un semi-automatique et d'un lance-flammes, qui a sonné le 24 décembre 2008 à la porte de cette famille de Covina. Tout ce qu'il s'est passé ce soir-là est encore plus violent, plus sinistre et plus calculé que ce que vous avez pu imaginer. Aujourd'hui, dans les Minutes de l'Horreur, zoom sur le massacre de Covina en Californie. Qui est Bruce Jeffrey Pardo ? Comment un homme d'apparence normale qui n'a jamais eu de soucis de violence, de problèmes avec la justice, a pu craquer une veille de Noël et tuer 9 personnes avant de se donner à mort ? Il est né le 23 mars 1963 à Los Angeles en Californie. On ne sait pas vraiment grand-chose de son enfance. Il a fait ses études à Sun Valley, il est allé à l'université Northridge. Après ses études, il a trouvé un emploi au Jet Propulsion Laboratory, toujours à côté de Los Angeles. Depuis tout petit, Bruce adorait être le centre d'attention. Il est décrit comme très brillant et très doué en informatique. Mais les compliments sur Bruce s'arrêtent là. Car quand ses collègues et ses amis parlent de lui, ils le décrivent comme quelqu'un d'irresponsable. Il n'a pas le sens des priorités, des responsabilités, et il est considéré comme un enfant, un adulte qui ne veut pas grandir et qui manque de bon sens. Tout ce qu'il avait envie de faire, il le faisait, et il ne se souciait de rien. Pour exemple, à l'âge de 24 ans, Bruce se fiance avec une collègue à lui, ils organisent ensemble le mariage et décident d'inviter 250 personnes. Mais c'est sa fiancée de l'époque, Delia, qui va prendre en charge la totalité des dépenses du mariage, car Bruce lui dit qu'il n'a pas assez d'argent pour tout organiser. La location d'un country club, le traiteur, la lune de miel à Tahiti, Delia paye tout. Et le jour du mariage, le 17 juin 1989, tous les invités et la mariée ont attendu Bruce pendant presque 2 heures. Il ne s'est jamais présenté. Ils ont appris quelques jours plus tard qu'il avait volé 3 000 € à sa future femme et qu'il était parti en vacances à Palm Springs. Si on avance un petit peu dans l'histoire, c'est en 2004 que Bruce, qui s'est depuis calmé, rencontre sa future femme et future victime, Sylvia Orza. Leur relation est allée très vite, du début de leur rencontre à leur mariage, mais c'est aussi dégradé très vite puisqu'ils se sont rapidement séparés. La police suppose d'ailleurs que le motif de l'attaque est lié à des problèmes conjugaux. Sylvia avait décidé de divorcer 1 an avant, et la semaine avant le meurtre a eu lieu la signature des papiers du divorce. Bien que troublé par la détérioration de son mariage, Bruce semblait heureux. Mais en réalité, et on le sait maintenant, il commençait à sombrer. Ses amis et sa famille n'avaient aucune idée qu'en juin 2008, bien avant la fin de son divorce, il avait commencé secrètement à rassembler un arsenal et à planifier un massacre qui allait faire 9 morts la veille de Noël. Alors, comment un homme d'apparence normale, sans jamais aucun souci de violence et de problème avec la justice, a pu imaginer et mettre en place un plan aussi diabolique à cause d'un divorce ? Que cache le couple Pardo et comment cela a-t-il pu si vite tourner au drame ? C'est en 2004 que Bruce rencontre Sylvia Orza. Ils ont été présentés par son beau-frère, l'un des collègues de Bruce au JPL. Mais alors, qui était Sylvia ? Elle est née à Mexico, et ce que l'on sait d'elle, c'est que c'était une artiste. Elle vivait de sa passion. Au moment de leur rencontre, Sylvia avait 40 ans déjà, et elle avait 3 enfants issus de 2 mariages différents.
et les amis de Bruce pensaient qu'elle était exactement ce dont il avait besoin, une femme terre-à-terre avec une grande famille. Entre eux, tout se passait très bien, et c'est allé très vite, puisqu'en janvier 2006, 1 an et demi après leur rencontre, Bruce et Sylvia se sont mariés. À la suite de ça, Bruce a acheté une maison avec 3 chambres, ils ont également adopté un chien, et semblaient vivre très heureux avec Sylvia et ses filles. Mais leur relation a commencé à se dégrader à cause de l'argent. Au début, Bruce était attiré par la famille chaleureuse et accueillante de sa femme, mais après la première année de leur mariage, Sylvia a dit à des amis qu'il était devenu froid et avare. Ils se disputaient très souvent au sujet de l'argent. Et on peut aussi le comprendre. C'était à Bruce de subvenir aux besoins du couple. C'était à lui aussi de s'occuper financièrement des 3 enfants que Sylvia a eus avant de le rencontrer. Elle dépensait l'argent dans des jeux, dans des belles voitures, des bijoux, des voyages. Et ils se sont même séparés quand Bruce a refusé d'ouvrir un compte joint avec sa femme. Par la suite, ils se sont remis ensemble, mais pas pour longtemps. Car la mère de Bruce, qui aimait beaucoup Sylvia et ses enfants, a confié à sa belle-fille que Bruce avait un fils gravement handicapé qu'il utilisait pour avoir des réductions fiscales alors qu'il l'avait abandonné il y a des années. Car en 2001, à 37 ans, Bruce semblait installé. Il vivait avec sa petite amie Elena et leur fils de 13 mois, Matthew. Une semaine après le Nouvel An, Matthew est tombé dans la piscine de l'arrière-cour pendant que son père regardait la télévision dans la maison. Quand sa femme est rentrée chez elle, elle a retrouvé Bruce hurlant en tenant Matthew dans ses bras. Et d'après ce que l'on sait, il est resté aux côtés de son fils à l'hôpital pendant presque 1 semaine. Mais les médecins ont déterminé que Matthew ne se remettrait jamais complètement et Elena et Bruce se sont séparés. Le couple n'a pas survécu car pour elle, tout était la faute de Bruce. Depuis l'accident, Matthew, maintenant âgé de 9 ans, est gravement endommagé du cerveau et paraplégique. Et après cette tragédie, ni Elena ni Matthew n'ont jamais revu Bruce. Cette histoire a glacé le sang de Sylvia. Comment l'homme qu'elle aimait avait pu abandonner son fils handicapé et l'utiliser pour avoir de l'argent. Elle a décidé de directement rompre avec Bruce en mars 2008. Elle lui a demandé si elle pouvait rester à la maison pendant que sa fille terminait ses derniers mois de maternelle, mais Bruce a déplacé ses affaires dans l'allée pendant qu'elle était à la fête d'anniversaire d'une nièce. Elle est donc allée vivre chez sa sœur. Et en avril, l'avocat de Bruce a déclaré qu'il espérait une réconciliation du couple, mais la décision de Sylvia a été prise, c'était fini. Pendant le divorce, seul le frère de Bruce avait remarqué qu'il semblait déprimé. D'autres pensaient qu'il avait accepté la rupture, et même son avocat a déclaré qu'il n'a jamais été contrarié, il a toujours été sympathique avec son ex-femme. En même temps que le divorce, Bruce avait quitté son entreprise et travaillait comme ingénieur pour ITT Radar System. Il gagnait très bien sa vie, environ $122,000 par an. Sylvia, elle, seulement $31,000 par an. Alors, le 18 juin 2008, un juge donc ordonne à Bruce de verser $1 700 par mois de pension alimentaire pour son épouse. Et quelques mois plus tard, il se fait licencier pour faute grave car il avait trafiqué ses fiches de paye. Vous l'avez donc compris, c'est à ce moment-là que la descente aux enfers commence pour Bruce Jeffrey Pardo. Le 13 juin 2008, quelques jours avant que la décision du juge soit prise, Bruce achète un 9 mm semi-automatique. Les enquêteurs vont estimer que c'est à partir de cette date, en juin 2008, que Bruce a commencé à élaborer son plan. Et en l'espace de seulement 5 mois, il se procure 5 pistolets 9 mm semi-automatiques dans le même magasin. Au début de l'automne 2008, Bruce ne sortait pratiquement plus de chez lui. Les avocats du couple étaient en train de finaliser le divorce et en pleine négociation pour qu'il se passe le mieux possible. Mais pourtant, c'est aussi à cette date, en septembre 2008, que Bruce contacte son voisin, propriétaire d'un magasin de déguisement, pour commander un déguisement de Père Noël. Il a déposé $200 de caution et a promis de revenir en novembre pour le récupérer. La plupart des clients louaient les costumes, mais Bruce lui avait décidé qu'il soit fait sur mesure et il avait spécialement demandé qu'il soit un petit peu plus grand. On le sait maintenant, c'était pour cacher les armes du crime.
Quand il a pris le costume, il a payé les 100$ restants sur sa facture et a donné un pourboire de 20$. En décembre, son plan se concrétisait. Il avait 5 armes de poing, un compresseur, un tuyau de 5 mètres et un réservoir de carburant pour construire un lance-flamme artisanal. Alors après des mois pour imaginer son plan, se procurer toutes les armes du crime, les costumes et fabriquer son lance-flamme, Bruce était prêt. La veille de Noël, en 2008, il était presque minuit quand Bruce s'est approché d'une maison en briques au bout d'un cul-de-sac dans la banlieue de Covina. Il portait son costume de Père Noël, à peine suspect pour la veille de Noël. Mais en dessous de ce costume se trouvaient des vêtements de ville, 5 armes de poing, 17 000$ en espèces enveloppées dans du plastique. Il tenait son lance-flamme caché dans du papier cadeau et dans une de ses chaussures se trouvait un billet d'avion. À environ 23h20, il arrive devant la porte et frappe. À l'intérieur, une fête de Noël en famille, celle de son ex-femme, Sylvia. C'est une fillette de 8 ans qui court vers la porte pour ouvrir au Père Noël, qui lui offre pour les fêtes une balle dans la tête. Puis il est entré dans la maison et a ouvert le feu sur tout le monde. Dedans, c'était la panique. Tout le monde courait pour éviter les balles qui fusaient. Ils essayaient de s'échapper en se jetant par la fenêtre ou en se cachant. La sœur de Sylvia, qui a réussi à s'enfuir, a composé sous le choc le 911 à 23h27. Hello. Hi. Please come immediately. Who's in your house? Immediately. Ma'am, is the guy in your house right now? We're having 2 houses down on the cul-de-sac. Okay. Ma'am, hold on. Is he at your house? Yes, he's got the shooting. What do you think his name is? Bruce? His name is Bruce Pardo. Au moment où les pompiers sont arrivés, la maison était engloutie par les flammes. Le Père Noël tueur avait pulvérisé du carburant dans la maison, dans l'intention de l'allumer avec une fusée artisanale. Mais les flammes ont déclenché une explosion dans laquelle ses parents, ses 2 frères, leur épouse, sa sœur et son neveu de 17 ans ont été tués avec Sylvia Orza. Alors que la maison était en train de brûler, un voisin a vu une voiture bleue partir avec les phares éteints, une paire de fausses lunettes et des habits de Père Noël. C'était Bruce qui se rendait chez son frère à Sylmar. Il avait des brûlures au 2e et au 3e degré, aux bras, aux mains, à la nuque et aux jambes. Et son costume de Père Noël avait fondu sur sa peau. S'échapper n'était plus une option. Alors, quand le frère de Bruce est rentré chez lui à 3h10 du matin, il a trouvé son corps étendu sur le canapé du salon, 2 armes de poing à la main. Il s'était tiré une balle dans la bouche et il portait toujours son alliance. Au total, 9 personnes sont mortes dans cette tuerie à 40 km du centre-ville de Los Angeles. La fillette de 8 ans qui a ouvert la porte au Père Noël a réussi à survivre. Mais c'est ce même soir que 13 jeunes sont devenus orphelins le jour de Noël. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Minutes de l'horreur. Si cela vous a plu, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre compte Instagram, les Minutes de l'horreur. Quant à moi, je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle affaire criminelle. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et faites attention à qui vous ouvrez la porte.